Salut à tous, merci d'être avec nous. Vous êtes bien sur motorstv.com et c'est un nouveau numéro du débriefing F1 qu'on va vous proposer maintenant en compagnie de l'excellent Jean-Luc Roy, bien évidemment. Salut Jean-Luc. C'est beaucoup d'honneur. Bonjour LFB. Je renouvelle mon vocabulaire parce que excellent, je te le dis à chaque fois. Il faudra trouver quelque chose d'un petit peu plus sympa. Cool. Ouais, je suis d'accord. Mais enfin bon, la qualité demeure, on va dire, c'est ça le principal. Tu vas me gêner. Ça va, j'en ai fait assez, c'est bon? C'est bon, on peut y T'es aller. prêt à parler de la victoire de Hamilton et du podium peut-être Ah bon, inattendu? c'est Hamilton qui a gagné? On me dit rien. Bon. 7e vainqueur différent en 7 Grands Prix. Mais je ne te cache pas qu'il y a 15 jours, si on réécoute bien à notre conclusion du débriefing Monaco, on avait envisagé qu'Hamilton se puisse être un terrain qui lui convenait très très bien au Canada. On n'a pas été détrompé, on pourra même dire qu'on l'avait un peu prévu. Mais c'est vrai que ce n'est pas illogique de voir que dans tous ceux qui ont gagné des Grands Prix depuis le début de l'année, il manquait en fait Hamilton, franchement. C'est clair, il avait le talent pour le faire, il avait le potentiel pour le faire. Bon, il y avait toujours eu un problème, ou de son côté, ou du côté de l'écurie, il faut quand même le rappeler, parce qu'il y a eu beaucoup de problèmes au niveau des arrêts au stand. Il y en a eu d'ailleurs, là encore, alors c'était la roue arrière droite, c'était pas la gauche cette fois-là, mais bon, il y a toujours des petites choses à régler. Néanmoins, heureusement, ça n'a pas suffi pour priver Hamilton d'une victoire qu'il mérite largement. Ça a été un Grand Prix, là aussi, haletant, compliqué, on va dire, difficile à appréhender, mais pas à cause de la météo, justement, à cause des circonstances, et notamment de la capacité ou non à exploiter les pneumatiques. Bon, alors il y a plein de choses à dire. Ouais. Malgré tout, si tu le veux bien, on va aussi tout de suite parler de Romain Grosjean. Bah oui. Notre Français de chez Lotus, Romain Grosjean, deuxième. Ça n'était pas arrivé un Français deuxième depuis 1997, le Grand Prix, si je ne m'abuse, de Luxembourg avec Jean Alesi sur Benetton à l'époque. Comment tu réagis? C'est formidable, évidemment que, bon, on l'attend cette victoire là. À un moment, même on s'est dit, on s'est pris à rêver. Bon, ça paraissait difficile parce qu'Hamilton était toujours très performant, mais le pari qui consistait pour Romain, donc il s'est arrêté au 21e tour. Bon, à chaque fois, j'ai essayé de tout noter ça, on va bien détailler. Donc il est parvenu à effectuer une petite cinquantaine de tours avec ce train de pneumatiques, ce qui est tout à fait exceptionnel. Je crois que de toute manière, bon, tant de sa part que de la part de l'équipe, c'est une très très belle stratégie. Après, encore fallait-il mener à son terme, et encore fallait-il notamment que Alonso et sa Ferrari s'effondrent littéralement, sinon évidemment c'était pas possible, et que Vettel soit obligé de repasser par la voie des cendres. Mais comme toujours, une stratégie, elle est menée d'abord par ceux qui connaissent bien leur machine et leur équipe, et là aussi, je pense qu'Éric Boulier après a parfaitement résumé en disant une excellente stratégie de l'équipe, et puis le pilote a magnifiquement exploité le matériel. Voilà, le résultat est là, on ne peut que s'en réjouir. Maintenant, on frémit en attendant la victoire de Romain, bien sûr. Alors, ceux qui n'auraient pas vu le Grand Prix pourraient quand même se poser une question par rapport à ce que tu dis. Tu es donc en train de nous dire que Romain s'est arrêté, on va dire, au 20e tour, qu'il a fait à peu près 50 tours avec un train de pneus, bon, les jaunes, les jaunes, les primes. Enfin, quand même, personne n'en a fait autant que lui. Non. Et qu'en fin de course, c'est lui qui fondait sur tout le monde. Alors, comment c'est possible? Alors, écoute, il est évident, et d'ailleurs, Lotus ne l'a pas caché, que l'évolution de la météorologie, on sait très bien que ces Lotus exploitent très bien ces pneumatiques lorsque la température est élevée. On l'a vu dans le passé, notamment à Bahreïn, avec déjà le premier podium de Romain, et puis la belle performance de Raikkonen, qui était lui deuxième. Donc, on a compris qu'il fallait une température élevée, de manière à ce que l'exploitation des pneumatiques... Alors, ne me demande pas pourquoi, parce que le châssis est ainsi réglé, parce que le type de pilotage, parce que tu sais que la fenêtre d'exploitation de ces pneumatiques, elle est vraiment très précise. Dès qu'on est un petit peu en dehors d'un côté ou de l'autre, eh bien malheureusement, on perd une partie de l'efficacité, soit par l'usure, soit par la température, qui n'est pas ou assez élevée ou trop élevée, donc une dégradation. Là, on est dans la bonne fenêtre, et évidemment, comme on l'a dit aussi, eh bien du côté de Lotus, on a été servi par l'élévation de la température le jour de la course, qui a permis d'exploiter ces pneumatiques. Donc voilà l'une des clés. D'ailleurs, Lotus l'a dit, mais on les voyait pas si bien, parce qu'après les essais libres, on se posait un petit peu des questions, et même après les essais qualifs, où Romain est passé tout près de la non-qualification pour la Q3, donc c'est passé très très fin, donc on se disait, ils vont faire une course honnête. Lui-même l'a dit, je m'attendais à être 5e, donc voilà. Bon, alors parlons de Pérez, parce que c'est un peu le même... Oui, qu'on balaye bien cet aspect pneu. Pérez, lui, il s'arrête. Alors, je vois que tu as noté ça. Voilà. Il met des super softs, donc les rouges pour ses globalement 30 derniers tours. Oui, un tout petit peu moins. Ouais, un petit peu moins. Tours, Bon, personne ne fera mieux que lui avec ses pneus rouges. Non. Bon, alors donc là, c'est l'inverse alors. Là, et il termine 3e en étant parti 15e. Mais absolument, et avec des temps autour également qui étaient tout à fait excellents. Alors là, c'est la remontée du siècle, parce que lui, effectivement, il est très loin sur la grille. Là, pour le coup, on ne voyait pas, même si on les a vus apparaître un petit peu en essai libre à quelques moments, on ne voyait pas les Sauber Ferrari à pareille fête. Et puis, ma foi, Sauber nous habituait quand même à des stratégies pneumatiques qui étaient souvent décalées, et souvent d'ailleurs à un seul arrêt.
et on arrivait à maintenir le ou les pilotes dans le coup jusqu'au bout. Bah là, c'est une stratégie, comme tu le dis, totalement à l'opposé. On s'arrête au 25e tour, on s'arrête au 42e tour, on chausse alors les pneus rouges pour le coup avec une voiture allégée en carburant, et puis on dit à Pérez, fais au mieux. Alors les réglages sont peut-être prévus, on tente un pari, il est gagné parce que quand on l'amène sur le podium et quand le pilote parvient à remonter sur le podium, écoute, ça apporte du 109. Moi, je trouve ça génial parce que là aussi, ça veut dire qu'également, et c'est ce que Pirelli souhaite à chaque fois, l'éventail de stratégie potentiellement, alors ça dépend des voitures et ça dépend des pilotes, mais l'éventail de stratégie est peut-être ouvert comme jamais. La preuve, 7 victoires en 7 Grands Prix, c'est absolument incroyable. Ah oui, non, je ne suis pas sûr que, alors qu'il n'y a même pas eu de voiture de sécurité, la course n'a même pas été neutralisée, qu'un podium Hamilton, Grosjean, Pérez était pariable, si j'ose dire. C'est une cote de folie, là, parce que là, pour le coup, là, vraiment, je te dis, même Grosjean n'aurait pas parié sur lui, Pérez sûrement pas en partant d'aussi loin. On voyait les gros bras au début, les Hamilton, les Alonso, les Vettel, on s'est dit, oula, et Weber qui était en couverture derrière, on s'est dit, bon, ça va se jouer cette fois avec les gros bras, peut-être une Mercedes ou deux, parce que Rosberg, même s'il a été un peu bousculé, mais au début, on se disait, bon, il est malin, il est performant, il va peut-être se retrouver lui aussi dans les 4-5, eh ben non. Ouais. Alors parlons de ce trio qui semblait dominer les débats. C'était, on va dire, Vettel, Hamilton, Alonso, allez, dans le désordre. Bon, Vettel a mené le début de course, et puis après le premier arrêt, en fait, c'est plutôt Hamilton et Alonso qui l'ont doublé. Oui, mais on en arrive, excuse-moi Jean-Luc, on en arrive au 50e tour, c'est là que tout bascule. Oui, Hamilton s'arrête, et Alonso et Vettel ne s'arrêtent pas. Toi, comment tu te souviens avoir perçu la situation ? Écoute, c'est un pari, effectivement, là aussi. C'est à la fois, c'est un mélange curieux. On discute beaucoup avec l'ingénieur. On discute énormément dans le bon sens, parce que c'est pas tous comme, je le fais exprès, comme l'ingénieur de Massa, qui est n'importe quoi. Ouais. Non, là, c'est au contraire, on lui donne des renseignements. On lui dit, attention, d'après ce qu'on croit comprendre, eux, ils vont pas s'arrêter. Vas-y, force maintenant. Donc, on l'aide à y voir clair, parce que lui, évidemment, il fait sa course. Naturellement, il exploite son potentiel au mieux. Ça, on se doute bien que le pilote, à ce moment-là, il fait tout ce qu'il peut. Mais on peut l'aider en lui disant ton effort, il va être pour tant, ou on envisage, on ne va pas tout lui expliquer parce que ce n'est pas la peine de lui emmêler l'esprit, mais on essaie de l'aider à y voir clair dans la stratégie de ses adversaires et de lui expliquer pourquoi un tel est en train d'être un peu plus performant que lui ou un tel est en train d'être un peu moins performant que lui. Il n'a pas la lucidité, alors que là, de l'extérieur, on est là pour ça. On a des stratèges, on analyse également non seulement les temps autour, mais les temps par secteur également, où on voit bien où on gagne du temps, où on en perd, notamment là où on sait qu'il y a cette ligne droite incroyable sur le retour, là on voit bien les moteurs performants, on voit bien ceux qui sont aussi sur un tour donné, avec le DRS, avec le KERS, avec tout ce que tu veux, qui déboule à des vitesses fantasmagoriques. Donc là, il y a des aspects à analyser, et c'est la raison pour laquelle je me dis, oui, là, il y a un tournant de la course, parce que je me dis, Hamilton au 50e tour, qu'est-ce qu'on va faire pour Alonso, qui lui a changé de pneumatique avec des softs également au 19e tour, qu'est-ce qu'on va faire pour Vettel, qui a changé lui au 16e tour 16, 17, 19, voilà les 3 tours où se sont arrêtés. Bon, alors donc, erreur stratégique de ne pas avoir arrêté Alonso et Vettel en même temps, globalement, que Hamilton ? Écoute, au résultat, je te dirais oui, évidemment. Au résultat, je te répondrai spontanément oui. Maintenant, au moment, j'imagine, où on a pris ces décisions, on a le droit de se rater aussi, mais je pense que les éléments dont on disposait étaient les bons. On s'est dit, du côté de Vettel, qui, tu te rappelles, à un moment, avait eu une petite chute de performance. C'est comme ça qu'il perd la tête, tête de la course, bien sûr. Lui, il perd pas la tête, mais on a bien compris qu'à ce moment-là, il était un petit peu moins performant que les deux autres. Et on voit, à la surprise un peu générale, on voit que, notamment, même la Ferrari d'Alonso se porte devant. Donc, il y a des, il y a des seuils et il y a des niveaux de performance. Et là aussi, tu peux tomber, ils le disent, malgré la qualité de fourniture et de production des pneumatiques, tu peux tomber sur un train un tout petit peu moins bon, ou qui monte un petit peu moins en température, ou qui est un peu moins endurant. Parce que ça joue, là aussi, il faut rappeler tout ça, c'est au tour près. Vraiment. C'est-à-dire que tu peux avoir, ça a été le cas d'Alonso, un effondrement des performances à un moment, parce que tu arrives, le pneu, il a donné tout son jus, il est vraiment... Et après, il ne va faire que dégrader les performances. Alors là, faut-il arrêter le pilote tout de suite en disant, ça y est, on est... Ou alors le maintenir en piste, comme on a essayé de le faire pour Alonso, en disant, reste là, bats-toi, garde tout ce que tu peux. Bon, ça n'a pas marché. Non, parce que donc chez Ferrari, non seulement ils ne sont pas calqués sur McLaren en s'arrêtant comme Hamilton, mais après ils ne se calquent pas non plus sur Red Bull, car Vettel est bien arrêté à quelques tours de la fin. Et on se dit, oh là là, catastrophe.
finalement, Vettel lui-même a dit après non, c'était la bonne décision. Bah oui, parce qu'il termine à moins de un peu plus de 7 secondes. Hein. Il s'en faut de peu là. Ouais. C'est vraiment ce que je te disais. Là, véritablement, cette année, la stratégie est tellement ouverte compte tenu du choix de pneumatiques. On rappelle que là, c'était les super softs à flanc rouge et les softs, donc les jaunes, qui faisaient office de dur. C'est toujours un peu compliqué, mais les primes, ce sont les jaunes et les options, ce sont les rouges, les super softs. Voilà. Donc après, comment les monoplaces vont être exploitées? Puis il y a cette question de température. J'en reviens à ça. Probablement, le jour de la course, le ciel aurait été voilé. La température en piste, bon, il y a la température ambiante, mais la température en piste aurait été plus basse de 10 ou 15 degrés. C'est possible si le soleil ne frappe pas. Peut-être Lotus et notamment Romain Grosjean n'auraient pas fait cette course-là et peut-être Ferrari non plus. Parce que peut-être la dégradation des performances enregistrées sur la Ferrari d'Alonso n'aurait-elle pas été la même en fin de course. Tu vois, comme quoi il y a des paramètres. Hein, c'est... Bon, bah dis donc, si quand il fait chaud, c'est bien pour Lotus, on est quand même bientôt en été. Il paraît. Hein, il paraît bon, c'est plutôt de bon augure alors. Bah, c'est plutôt de très très bon augure. Ouais. Effectivement, on peut se montrer optimiste et on peut se dire qu'il y a des coups à jouer, c'est clair, avec une nouvelle fois une bonne qualif, ce qui a été une qualif aujourd'hui. Et c'est formidable de se dire qu'une qualif de Grosjean, 7e, c'est une qualif moyenne. Donc si on arrive à l'amener... Allez, on va dire, et ça a déjà été le cas sur la deuxième ligne de la grille de départ, voire mieux, mais déjà pensons à la deuxième ligne, avec une belle stratégie et une usure des pneumatiques et donc un pilotage extraordinaire de Romain, bah, tout est permis, notamment, tu sais, là, regarde, hein, il termine à combien ? 2 secondes 513. Ouais. 2 secondes 513. On n'en est quand même pas loin. Ouais. Allez, quelques questions en rafale. Nos deux autres Français, Jean-Éric Vergne, week-end un peu difficile hein, quand même. Ça, c'est clair. Alors, Jean-Éric, bon, il détruit sa voiture. Hein, donc, après, il part de loin, il se qualifie mal. Après, à un moment, on le voit pointer même dans le top 10 avec une stratégie décalée, etc. C'est un peu difficile pour le moment pour Jean-Éric, il faut le reconnaître, hein, avec Ricciardo qui est là, qui est présent. Alors, Jean-Éric est toujours meilleur en course, ça, c'est clair. Toujours. Mais quand on part de très loin... non, pas là. Non. Oui. Mais quand on part de très loin, bah, la tâche est quasiment insurmontable aujourd'hui. Surtout que personne ne fait d'erreur. Hein. À côté, il n'y a pas de... J'allais dire, il n'y a pas de manche. Ni au volant, ni dans les stands. Donc vraiment là, le problème de Jean-Éric, il est là, il faut se qualifier le mieux possible, au moins dans la Q2, et pourquoi pas rêver un jour d'une Q1. Bon, Charles Pic, lui, à chaque fois l'objectif c'est un petit peu le même, voir ce qu'il fait par rapport à Timo Glock. Ouais. Bah là, il l'a devancé. Oui, c'est pas mal. Timo Glock a été handicapé par un problème en course, mais quand même. C'est pas mal, même si sur la grille il était derrière, mais pas de beaucoup, 3 dixièmes et demi de mémoire. Mais bon, une course solide encore de Charles. Alors évidemment, le matériel dont il dispose, là on en voit bien les limites. Hein, maintenant, quand même une HRT parvient à être devant en qualif, ça commence à être plutôt préoccupant pour cette équipe. Mais bon, il fait ce qu'il peut. Encore une fois, son étalon, je pense qu'il aurait signé, puis nous aussi d'ailleurs, pour ces performances-là par rapport à Timo Glock. Donc, alors est-ce que Timo Glock aussi, c'est pas du tout pour minimiser les performances de Charles, mais est-ce que Timo, on a un peu marre aussi de se traîner en fond de grille. Peut-être c'est possible, mais en tout cas, tant mieux pour Charles, qui fait jusque-là la saison qu'on attendait de lui. Voilà. Un mot sur Michael Schumacher, si tu le veux bien, Jean-Luc. 2 points seulement marqués depuis le début de l'année. Et encore une fois, hier, un problème qui lui tombe dessus. C'est vrai qu'il n'est pas chanceux, ça, il faut quand même bien le reconnaître. Et puis cette panne complètement inédite là, de ce DRS, de cet aileron qui ne se remet pas. Qui ne se remet pas. Bah là, bon, il est pour rien, manifestement. Alors là aussi, Mercedes s'excuse régulièrement en disant « Nous ne sommes pas capables de fournir à Michael la voiture dont qu'il mérite, dont il devrait bénéficier. » Bon, on a vu à Monaco que là, il a eu un coup de génie, il a sorti un tour de folie. Bon, après... Il avait la pénalité qui lui pendait au-dessus de la tête. Malheureusement, ça pourrit un peu sa course. Autrement, peut-être l'exploit était là. Je ne sais pas que penser, si ce n'est que globalement, je pense que Nico Rosberg est toujours un petit peu supérieur à lui, malgré tout, au global, hein, à quelques exceptions près, mais que cette Mercedes marque le pas, là aussi. Alors, est-ce que, effectivement, la question de température, parce que ça joue encore une fois tellement l'exploitation des pneumatiques, bon, l'histoire du DRS bloqué, comme tu dis, c'est du jamais vu. Alors, je ne sais pas ce qui se passe. Les Williams, disons, quand on pense qu'il y a 2 Grands Prix, Maldonado gagné, là on a senti qu'ils étaient... Bon, il y a eu pas mal de péripéties en essai libre, en qualif, mais quand même, ils étaient dans la deuxième moitié, puis largement. Hein. Oui, ils y sont plus. Alors là, c'est pareil, c'est extrêmement étonnant de voir qu'il y a eu cette fenêtre de tir formidable à Barcelone, qui a permis donc à Maldonado de décrocher ce succès. Après, on s'est dit, oula, Bruno en a pris un coup sur la tête. Bruno qui sort en plus en essai libre, qui abîme pas mal sa voiture. Après, c'est au tour de Maldonado, en toute fin de qualif, de se faire une chaleur mais monumentale. Bon, oui, il y a là clairement, chez Williams-Renault, hein, faut-il le rappeler, là, on a marqué le pas. Là, après l'exploit de Barcelone, on n'a pas réussi à réitérer, on n'a pas réussi à retrouver le niveau de perf. Je te dis,
L'exploitation des pneumatiques est tellement plus que jamais. Puis attends, la grille est tellement serrée, hein, l'écart de performance est tellement resserré que tout peut arriver dans le bon sens, il faut le souhaiter pour Williams. Ah oui. Déception, j'imagine, pour Force India, hein, qui Oui. Di Resta se monte bien en début de course. Oui. Puis finalement, ils sont pas dans les points, là, les Non, Di alors, Resta et Hülkenberg. je ne sais pas qu'en penser non plus, si ce n'est une stratégie moyenne. On les a vus, tu le soulignais effectivement, à un moment Di Resta, on se dit, il y a peut-être un très beau coup à jouer. Et puis après, peut-être petites erreurs de perf, il faudrait analyser. On ne peut pas tout voir en temps réel pendant le Grand Prix. On ne peut pas effectivement voir à chaque moment pourquoi un pilote commence à glisser dans la hiérarchie. Peut-être un changement de pneu, j'en parlais, à un ou deux tours près qui n'est pas le bon. Peut-être après une fenêtre d'exploitation des pneumatiques qui n'est pas la bonne. En tout cas, c'est une déception. Bon. Clair. Dernière question, Jean-Luc, un peu provocante, mais enfin c'est le but du jeu. Button, on l'a évoqué tout à l'heure, mais si on y revient pour une question, est-il en voie de massaïsation, si j'ose dire, chez McLaren? Alors, écoute, j'en ai assez dit du bien quand il fallait pour en dire du mal aujourd'hui, et lui-même ne comprend pas. Et ça, c'est la sanction ultime pour un pilote, de ne pas comprendre pourquoi il n'est pas performant. Là où effectivement Button, dont on a assez loué, vanté les mérites d'exploitation des pneumatiques, de pilotage fin, de quelqu'un qui ménage sa mécanique, qui ménage ses pneumatiques, on a assez dit que justement c'était son atout pour ne pas comprendre aujourd'hui, et lui ne comprend pas non plus pourquoi il n'arrive pas à exploiter une machine qui est manifestement très performante. La preuve, voir ce qu'en fait Lewis Hamilton. Il doit être en plein dans le doute, pour ne pas dire plus, Button, et ne pas comprendre. Il doit analyser, c'est un garçon intelligent avec son équipe d'ingénieurs, pourquoi ça ne marche pas, pourquoi ça ne marche plus. Oui, il est peut-être, alors pardon pour te répondre, Massa lui a retrouvé le chemin, et c'est ça, autant le dire. Parce que nous on est là aussi pour ça, non pas pour critiquer durement, mais pour constater et pour essayer de comprendre. Massa n'y était pas. Depuis que la Ferrari a retrouvé de la performance avec Alonso, mais aussi avec Massa, Massa a retrouvé la confiance. Donc comme quoi, il faut souhaiter pour Button qu'il la retrouve bientôt, parce qu'effectivement, même pour McLaren Mercedes, c'est un peu dur d'avoir un seul pilote performant pour le moment. Tout à fait. Bon, on verra bien comment ça évolue cette saison, mais on se prend forcément maintenant à espérer peut-être, pourquoi pas, un 8e vainqueur en 8 Grands Prix. Bon, même si à un moment donné, ça va peut-être se calmer. Et quel vainqueur, tu vois venir, sans planer le doute, quel vainqueur. C'est sûr que l'équipe Lotus doit encore abattre sa carte de la victoire. Là maintenant, on est obligé d'y penser. Et de leur, quand on finit à 2 secondes et demie, ça veut dire que c'est possible. Voilà. Il y a donc encore une place pour eux, et donc bien pour un 8e vainqueur qui pourrait bien être en noir et or. Absolument. Pourquoi pas des Valences la prochaine manche, le Grand Prix d'Europe, un peu atypique. Un peu atypique, circuit un peu spécial, mais sûrement température très élevée, en tout cas espérons-le, donc ça peut aller dans le sens de l'exploitation des pneumatiques par l'équipe Lotus. Vous nous avez compris, hein. On suivra ça ensemble, on analysera ça ensemble. Vous pouvez suivre tous les Grands Prix en live texte durant les week-ends grâce à nos amis et partenaires de f1direct.com. Merci Jean-Luc. C'est toujours un très grand plaisir de te retrouver et de vous retrouver après ces Grands Prix. C'est notre rendez-vous à nous. Je sais que vous y êtes fidèles et de plus en plus nombreux parce qu'on nous en parle beaucoup. À bientôt sur motorcd.com. Salut. Salut.